L'actualité de ces derniers temps a été riche en événements. Nous en avons sélectionné 3. Maurice Papon est sorti de prison. C'est une décision controversée. C'est une faveur pour certains. C'est logique, c'est une décision de justice pour d'autres. L'avocat de la partie civile et l'avocat de Papon nous expliqueront leurs arguments. José Bové, après avoir fait quelque temps en prison pendant cet été, de manière très médiatisée, risque de nouveau 14 mois de prison. Est-ce qu'on peut aller jusqu'au bout dans ses convictions, au point de risquer la prison? On le saura à l'issue de ce débat. Enfin, il se prend pour Jésus. Il nous promet... 3 jours après le début de son procès, il a ces mots prémonitoires. Je change d'air, comme le personnage d'Édouard Bourdet dans Les Temps difficiles. Un accusé pas comme les autres, qui arrive par le train comme un simple voyageur pour être jugé par la cour d'assises de Bordeaux. Il a fallu 21 ans de procédure pour aboutir à son procès. Ses ennuis de santé menacent de tout faire capoter. Finalement, 6 mois plus tard, Maurice Papon est condamné à 10 ans de réclusion criminelle pour avoir contribué à la déportation de Juifs pendant la Deuxième Guerre mondiale. En octobre 1999, nouveau pied de nez à la justice, au moment où doit être examiné son dernier pourvoi, l'ancien préfet de police choisit la fuite. Brève escapade en Suisse, Maurice Papon est expulsé et incarcéré à la prison de la Santé. Papon en prison! En prison! Il retrouve le 17 septembre dernier la liberté pour des raisons de santé. Pourtant, il a pu sortir presque normalement, sans médecin ni ambulance. Maurice Papon, 92 ans, regagne avec son avocat la maison familiale de Gretz, en Seine-et-Marne. Aucun contrôle judiciaire, il voit simplement s'il change de résidence, prévenir le juge, l'en informer. Mais ce retour à la liberté sous protection policière choque ceux qui ont dévoilé l'affaire Papon. La justice a des caprices que nous ne pouvons pas accepter. Des caprices parce que c'est une atteinte à un verdict d'une cour populaire. J'espère seulement que Maurice Papon aura la décence, je vais employer un mot cru, de fermer sa gueule. Si c'est la jurisprudence, très bien, mais il ne faudrait pas, pour la mémoire des familles des victimes, qu'il bénéficie d'un statut particulier, d'un privilège. Dès le lendemain de sa libération, le garde des Sceaux, Dominique Perben, réagissait tout comme l'ancien ministre de la Justice, Marie-Lise Lebranchu. Ça n'était pas ce que souhaitait le parquet qui avait fait appel en accord avec moi, avec le ministère de la Justice. Mais en même temps, c'est une décision de justice qui ne m'appartient pas de commenter. Je ne réagis pas en tant que ministre de la Justice aujourd'hui, mais en tant que citoyenne, je me sens solidaire de ceux qui sont un peu plus blessés aujourd'hui qu'hier. Papon, libéré par privilège ou par simple application de la loi. Nous vous demandons d'être le plus fair-play possible pour que chacun puisse développer ses arguments. Pour ce débat évidemment passionné, on a donc Maître Vuillemin, qui est un des 2 avocats de M. Papon. On a M. Arnaud Klarsfeld, qui a été un des avocats de la partie civile lors du procès. Mais on a aussi 2 invités. Madame Véronique Vasseur, qui était à l'époque chef médecin de la prison de la Santé lorsqu'il a été incarcéré. Elle est depuis maintenant à l'hôpital La Pitié, je crois. Et Maître Dupont-Moretti, qui est un avocat qui nous racontera que tout le monde n'a pas la même chance. Et il nous racontera, un de ses clients a connu une situation beaucoup plus difficile. Alors, bon, le débat doit se lancer effectivement sur... On a bien compris quel est le thème. Hein. On ne va pas refaire le procès Papon, il a eu lieu, il a été ce qu'il a été. Devait-on ou non le libérer? Je pense que vous avez la main, si j'ose dire, puisque la réponse pour l'instant sur le plan du droit, ça a été oui, il a été libéré. On devait évidemment le libérer et la justice devait le libérer. C'est ce qu'elle a fait en prenant une décision contestée par les uns, admise par les autres. La justice l'a libéré de façon totalement indépendante du pouvoir politique, et c'est l'essence même de la justice que d'appliquer en toute indépendance à quelques citoyens que ce soit, y compris Maurice Papon, une loi nouvelle du 4 mars 2002 qui permet de faire prononcer des suspensions de peine lorsque 2 rapports d'expertise médicale sont concordants pour dire que l'état de santé d'un détenu est durablement incompatible avec la détention ou engage le pronostic vital. Dans le cas précis de Maurice Papon, 4 experts ayant élaboré ces 2 rapports d'expertise médicale, 4 experts désignés par la justice, payés par la justice, pas choisis par ses avocats, pas payés par ses avocats, ont conclu de façon concordante, en dépit des quelques pas que l'on a vu accomplir Maurice Papon pour rejoindre la voiture de ses avocats, ont conclu que son état
étaient durablement incompatibles avec la détention, des atteintes rénales, des atteintes cardiaques, des atteintes pulmonaires en évolution rapide, et que cet état, au surplus, engageait le pronostic vital à court terme. Dans 15 jours, dans 3 mois, dans 1 an, nul ne sait, mais à court terme. À 93 ans, de toute façon, on peut penser que ça peut arriver dans pas longtemps. Mais à l'âge s'ajoute, il y a des gens à 93 ans, il y a des gens à 93 ans qui peuvent encore être bien portants en dépit de la vieillesse, mais à l'âge s'ajoutent des pathologies lourdes en évolution rapide. C'est ce qu'ont constaté des experts impartiaux et indépendants. Alors Arnaud Karstfeld, évidemment, je pense que vous étiez absolument convaincu qu'il n'aurait pas ce privilège et que les experts auraient peut-être dit ce qu'ils ont dit, mais que ça ne serait pas suffisant pour le libérer. Non, puisque il y a 1 mois, on a fait publier dans le journal Le Monde une page entière en demandant que Papon ne soit pas libéré. Et donc on s'attendait à ce qu'il puisse être libéré, puisque Papon a toujours bénéficié d'une protection politique, c'est vrai, c'était vrai sous Mitterrand, mais il a aussi bénéficié d'une protection sociologique, c'est-à-dire que des magistrats peuvent très bien se reconnaître en Maurice Papon et estimer que quelqu'un qui a été préfet de police, quelqu'un qui a été ministre de la République, quelqu'un qui a eu un itinéraire qui est peut-être le même que celui de certains magistrats, quelqu'un qui a appartenu à l'establishment, et bien qu'un homme comme lui ne devait pas mourir en prison. Mais il y a 2 sentiments qui m'habitent, c'est-à-dire le premier, c'est un sentiment quand même de dégoût et d'injustice, à la fois pour les victimes, les familles des victimes, qui voient sortir Maurice Papon, qu'on disait grabataire, c'est-à-dire quelqu'un qui ne peut pas quitter son grabat, et qu'on voit sortir debout et qui se porte relativement bien pour un homme de 92 ans. C'est dégoûtant aussi pour ceux qui sont en prison, qui ont le sida, qui sont alités, ou qui ont le cancer et qui ne sortiront certainement pas. Bon, ça c'est le premier sentiment. Le deuxième, je me dis aussi, il a été condamné à 10 ans de prison par le peuple français. Ce sont des magistrats qui l'ont libéré, des magistrats professionnels et non pas un jury. Le président de la République, Jacques Chirac, a dit qu'il était en colère. Le ministre de la Justice a dit qu'il allait former un pourvoi, a dit que ce n'était pas la position du gouvernement. Il est sorti sous les huées. Bon, c'est-à-dire, ça aurait été idéal que, s'il était resté en prison jusqu'à peu près le terme de sa sentence, c'est-à-dire 5-6 ans avec les remises de peine. Et là, on se serait dit, en France, il y a une justice, c'est-à-dire quelqu'un qui a été préfet de police, quelqu'un qui a été ministre de la République, et bien parce qu'il a fait quelque chose de dégoûtant, quelque chose qui avilit la France, et bien cet homme finit sa peine. Et bien là, non, il a été libéré avant d'une manière, je crois, injuste, parce qu'on voit qu'il n'est pas grabataire, ni impotent, mais bon, ça restera comme une petite tâche. Mais l'essentiel, en tout cas, a été fait, c'est-à-dire le jugement, ce qui compte, c'est le jugement du peuple français sur un homme comme Maurice Papon, puisque après la guerre, c'est les magistrats professionnels qui ont eu à étudier les cas comme Maurice Papon, ont dit des hommes comme Maurice Papon ont les mains propres. Et quand les Français ont eu à étudier le cas de Maurice Papon 45 ans après, ils ont eu 6 mois pour l'étudier, et bien ils ont dit Maurice Papon a les mains sales et il mérite d'aller en prison. Alors, ça, c'est faire référence de nouveau au procès qui a eu lieu. Je voudrais simplement qu'on revienne sur le droit pur, sur le droit tel qu'il existe. Si, effectivement, il a été décidé d'aménager une loi particulière pour les gens qui correspondent à ce qu'a dit tout à l'heure M. Vuillemin, c'est-à-dire des gens qui sont dans une situation médicale incontestable, et si c'est dit par 2 experts, il faut appliquer cette loi. Si vous prenez cette position, c'est une position morale ou c'est une position de droit parce que vous contestez les expertises? Vous l'avez dit tout à l'heure, qu'est-ce que peut dire un expert quand il examine un homme de 92 ans? Il ne peut que dire que le pronostic vital est engagé. C'est-à-dire si Papon meurt dans 1 semaine ou dans 3 semaines, l'expert aura l'air ridicule. Donc il est obligé d'engager le pronostic vital de Maurice Papon à l'âge de 92 ans. Mais il y a des milliers de gens qui sont autrement plus malades que Maurice Papon en prison, qui sont alités, qui ne peuvent pas même... Non, mais c'est-à-dire qui ne peuvent pas même se lever et qui sortiront de prison les pieds devant. On va en parler tout à l'heure. Et de ce point de vue, pardonnez-moi, de ce point de vue, si effectivement on prend Papon comme valeur symbolique de ce qui s'est passé à l'égard de quelqu'un qui ne peut pas, de toute évidence, rester en prison compte tenu de son état de santé, on peut aussi penser
que ça aura eu au moins, si dans sa vie il aura eu au moins une vertu, enfin à mes yeux ça aurait été celle-là, c'est de mettre dans l'obligation à partir de maintenant les experts et l'administration pénitentiaire de traiter de la même manière le petit sidaïque en fin de parcours que j'ai connu moi dans une cellule à côté de moi qui était sous respiration artificielle. Et vous croyez sincèrement vous croyez sincèrement qu'ils vont libérer tous ceux qui sont atteints du sida de prison? Vous le croyez sincèrement? Vous croyez sincèrement qu'ils vont libérer demain 4000 personnes? Vous croyez qu'ils vont libérer tous ceux qui ont le cancer? Moi je crois pas. Alors, allez-y. Je suis un peu surpris d'entendre un certain nombre de nos bonnes consciences, parmi lesquelles Arnaud Klarsfeld, aujourd'hui par dépit, se soucier des personnes âgées et malades en prison. C'est la première fois que j'entends Arnaud Klarsfeld se soucier de cette question, encore une fois par dépit, parce que la loi s'est appliquée de manière impartiale à Maurice Papon. Vous avez dit tout à l'heure que sa libération est une injustice. Non, c'est une grande victoire de la justice que de lui avoir appliqué avec indépendance un texte humanitaire. Il ne s'agit pas, cette décision ne remet pas en cause le procès, ne remet pas en cause la condamnation. Vous faites une confusion volontaire entre le stade du procès, de la condamnation qui est intervenue, et le stade de l'exécution de la peine post-condamnation, qui est le seul sujet actuel, celui de l'application de cette loi humanitaire. Et je vous invite, car c'est aussi le rôle des avocats, à vous saisir d'un certain nombre de cas. Nous ne pourrons pas tout faire, nous ne pouvons pas nous spécialiser en gériatrie judiciaire, mais je vous invite, comme moi, à prendre en main un certain nombre de cas de vieillards et de sidéens pour obtenir des décisions conformes à celles dont a bénéficié Maurice Papon. Mais ça ouvre la voie à une application de cette loi. Oui, sauf que vous avez vu que M. Arnaud Klarsfeld a des doutes. Et il a des doutes, pardonnez-moi, il a des doutes sur le fait que le cas Papon sera un cas générique qui va... Pourquoi il a ce doute? Parce qu'il faut bien le dire que la France entière a été témoin que jamais, pratiquement, M. Papon a été traité comme tout le monde. À tort ou à raison, il n'a jamais, depuis le premier jour où le procès s'ouvre, j'allais même dire où l'instruction s'ouvre, parce que c'est quand même rare qu'une instruction commence en 81, que le jugement a lieu en 98, que l'incarcération se fait alors que... 99. En 99, bon. Donc, si vous voulez déjà... Non, pardonnez-moi. Et encore, on a été obligé de le récupérer dans une station de ski à Gstaad. Bon, vous pouvez pas nier que votre habileté... Attendez, là, on a envie de dire quel dommage qu'on n'ait pas tous Vuillemin et votre confrère comme avocat, parce que si c'est pas par des astuces politiques, des combines ou des avantages, c'est par votre talent à vous. Mais en tout cas, il n'a jamais été traité comme tout le monde. Notre talent, certainement, merci. Mais quand j'entends parler de Maurice Papon, membre de l'establishment, qui aurait été protégé... Il aurait fallu l'avoir dans la cour d'assises. Qui aurait été protégé par l'establishment il y a bien longtemps que l'establishment a lâché Maurice Papon. Il fait partie d'une génération de gens qui ont aujourd'hui 90 ans, qui n'ont plus aucun rôle dans la société civile. Et quand vous me dites qu'il aurait été protégé, je rappelle qu'il sort de 3 années de détention à 92 ans. Ce n'est pas... C'est un sort plutôt exceptionnel. Alors, attendez. On va rester sur la sortie et sur les éléments qui permettent d'apprécier sa sortie. On a la chance d'avoir le docteur Vasseur, que j'ai bien connu, et qui était médecin-chef à la santé, et qui a accueilli M. Papon lors de son arrivée. Alors, vous n'avez pas réussi à lui extorquer? Non, j'ai pas eu de certificat médical, je n'ai pas demandé. Je voudrais lui demander d'abord son avis sur la validité d'une expertise telle qu'elle a été proclamée, en tout cas, d'autant plus qu'à votre tour, à votre époque, il a fallu vous prononcer, à un moment ou à un autre, à la demande des avocats qui avaient fait déjà une demande de grâce médicale. À l'époque, on ne pouvait pas faire autrement que de passer par une grâce médicale, et qui avaient demandé au médecin que vous étiez de faire une expertise. Alors, quel est votre sentiment sur la validité purement médicale de la sortie de Maurice Papon? Non, je n'ai absolument pas envie de me prononcer là-dessus. Quand il y a une demande de grâce médicale, le médecin chef de l'établissement est obligé de remplir un certificat. Et il est évident que, vu sa pathologie et son âge, le pronostic vital était en jeu. C'est ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est pas le sujet. Mais moi, ce que je trouve triste, c'est que c'est simplement à cette occasion
qui fait scandale et dont tout le monde parle, qu'on parle des gens âgés, des gens malades en prison. Il reste encore 6 cancers en stade terminal à l'hôpital de Fresnes. Il y a des gens en fauteuil roulant, il y a des gens qui sont hémiplégiques, il y a des détenus qui sont en sida phase terminale, en échappement thérapeutique complet. Il y a encore plein de gens qui devraient bénéficier de cette loi. Il y a, je crois, une quarantaine de détenus qui ont plus de 80 ans et 2 encore qui ont plus de 90 ans. Donc cette loi, elle est nouvelle parce que c'est la suspension médicale pour les gens condamnés à des longues peines, puisqu'elle existait déjà pour les peines égales ou inférieures à 1 an. La question que j'ai envie de vous poser, c'est est-ce que votre sentiment, c'est qu'effectivement, cette jurisprudence Papon maintenant, qui fait suite à une loi nouvelle quand même, il faut le dire, est-ce qu'elle va vraiment contraindre, selon vous, d'abord par les médecins qui sont souvent, il faut bien le dire, sous la pression de la direction de la pénitentiaire. Ils ne devraient pas l'être. Hein, mais ils le sont. Ils devraient être indépendants de la direction administrative de la pénitentiaire, alors qu'ils le sont. Est-ce que ça va leur donner une envie, un pouvoir, pour pas dire une motivation, pour maintenant, effectivement, aborder le problème de ceux qui n'ont rien à faire en prison, qui sont en fin de vie, quoi, dans des souffrances terribles, et qui ont parfois 19, 20, 21 ans. Est-ce que vous pensez, comme ça, en votre âme, est-ce que vous pensez que ça va déclencher quelque chose? Mais, vu tout ce que ça a déclenché il y a 2 ans, et qui s'est strictement rien passé, à part un secrétariat d'État au parc immobilier pénitentiaire, ce qui est quand même fabuleux. On ne parle plus du tout des hommes, des femmes, des gosses, on parle simplement des murs. Je doute. Et puis, il faut savoir quand même que lorsqu'on demande, que ce soit d'ailleurs la grâce médicale, c'était beaucoup plus long parce que la condamnation sautait, tandis que là, la condamnation reste. Mais la suspension médicale, c'est extrêmement long. Il faut qu'il y ait 2 expertises, il faut que les experts se déplacent. Ils font donc un avocat. Alors pourquoi ça a été si vite là dans le cas de Papon? Parce qu'il faut un avocat tenace, parce qu'il faut un magistrat, parce que c'est pas Il faut des avocats tenaces. Il faut de l'argent, bien que Papon soit insolvable et n'ait jamais payé ses victimes. Mais ça c'est, hein, ça faut dire que c'est quand même dur à entendre. Il n'est pas insolvable. La réalité est qu'il n'y a plus un sou. Il n'y a plus un sou. Peu importe. Ne rentrons pas dans ces détails. C'est pas la question. Il est rentré de la prison chez lui en trottinette. Il faut certainement des avocats tenaces. Je crois que c'est la meilleure arme pour un prisonnier, mais pour parler de la rapidité de la procédure, elle n'a pas été rapide. Il a fallu 4 mois. Et nous l'avons déclenché, cette procédure, je le dis quand même, lorsque Papon fut hospitalisé à Cochin en mai, pour une hémorragie interne, ayant perdu entre 1 litre et 1,5 litre de son sang. Le cardiologue, quand j'ai parlé avec lui, mais c'est la réalité médicale, on est là pour parler de l'état de santé des prisonniers et de leur âge. Permettez-moi de le dire. Lorsque le cardiologue m'a parlé à Cochin, il m'a dit, si l'administration pénitentiaire me l'avait amené une demi-heure plus tard, il y passait. Alors, Maître Dupont-Moretti, qui est, je peux en témoigner, un très bon avocat, il n'a pas eu autant de chance, si j'ose dire, si j'ai bien lu ce que j'ai lu, avec un de vos clients, qui lui est mort, mais il avait 19 ans. Il avait 19 ans. Alors, si vous m'y autorisez, en deux mots, on va parler du cas de ce gosse, qui est mort effectivement sans avoir vu l'expert. Voilà. Et je vous dirai un tout petit mot sur ce que je pense de la mise en liberté de Maurice Papon. Je voudrais d'abord que vous nous disiez l'histoire de ce gosse. J'ai un gosse de 19 ans qui est placé en détention par le juge des libertés de la détention. Nous avons une tonne de documents qui attestent de la précarité de son état de santé. Il est atteint d'une pathologie génétique extrêmement grave. Donc, quand le gamin est placé en détention, je verse ces pièces et l'institution judiciaire a immédiatement connaissance des difficultés de santé qui sont les siennes. Ça se passe le 5 décembre. Il est placé en détention, immédiatement j'interjette appel et je me retrouve devant la chambre de l'instruction, ancienne chambre d'accusation, où naturellement je mets en exergue les difficultés médicales. Et dans l'arrêt qui est rendu, les juges disent « nous savons que c'est un état précaire ». Bon. Ce gamin quitte le Nord, il est placé à ce qu'on appelle, dans ce que l'on appelle fallacieusement d'ailleurs, vous le disiez à l'instant, une prison. Voilà, l'hôpital de Fresnes. Et d'emblée, je demande au juge qu'il désigne un expert. Alors, on est dans une situation un peu différente de celle de Papon parce qu'il n'est pas condamné. Mais l'expert aura pour mission, si la mission est exécutée, de nous dire si son état de santé est compatible, c'est les formules rituelles, avec la détention. Alors, le juge reste un mois sans me répondre, je le relance,
par différents courriers que je lui adresse, par différentes conversations téléphoniques, et le 11 janvier, j'apprends que l'expert est désigné. Plus exactement, le juge me dit l'expert est désigné, mais ce que je ne sais pas, c'est qu'il le désigne le 11 janvier. C'est-à-dire qu'il me fait la lettre de réponse en même temps qu'il le désigne. Dans l'intervalle, le gars s'est quitté ce qu'on appelle l'hôpital de Fresnes. L'hôpital de Fresnes pour aller à l'hôpital Henri Mondor. Il va mourir le 26 janvier, il n'aura pas vu l'expert. Alors, nous, on a demandé au juge si l'expert avait été désigné. On a appris qu'il avait été désigné avec un mois de retard. Et l'expert a répondu au juge que pour des questions de planning, il ne s'était pas encore rendu à l'hôpital. Non, ça, pourquoi je voulais que vous fassiez acte de témoignage, non pas pour mettre en opposition ce qui s'est passé dans un jugement récent et ce qui se passait avant, mais c'est simplement pour essayer de faire comprendre aux gens que des malades en phase terminale, c'est-à-dire dont la vie est absolument condamnée à très très court terme, restent en prison et qu'ils n'ont rien à y faire et que ça, pour l'instant, émue jamais personne. Alors, sur la procédure judiciaire, deux petits mots pour terminer ce malheureux exemple. J'ai naturellement assigné l'État français, puisque vous savez que les juges dans ce pays sont totalement irresponsables d'un point de vue personnel et fonctionnel. J'ai demandé 1 euro de dommages et intérêts, parce qu'on en fait une question de principe. Et ce gosse est mort à l'hôpital. On a refusé, semble-t-il, que les amis qui n'étaient pas titulaires d'un droit de visite, puisqu'il était encore détenu, puissent le voir. Et il est mort à l'hôpital avec une escorte de 2 policiers qui interdisaient l'accès aux proches. Donc nous, ce qu'on dit, parce qu'il ne faut pas se tromper, on ne dit pas que la mise en liberté était obligatoire, on ne dit pas qu'il est mort parce qu'il n'a pas été soigné, on dit qu'il avait le droit, comme tout le monde, de mourir dans la dignité, et que soit il mourait chez lui, entouré de ses proches, soit à l'hôpital, mais alors pour des raisons exclusivement, et j'insiste sur l'adverbe, médicales. Donc, là, on est en présence d'un complet dysfonctionnement, et la presse s'est émue au travers de ce dossier, en mettant naturellement cette affaire, je dis naturellement parce que, en parallèle avec l'affaire Papon. Moi, je voudrais vous dire 2 mots sur l'affaire Papon. Il y a une phase judiciaire. Je n'ai aucune sympathie pour Papon, ni pour ce qu'il a commis, parce que, jusqu'à preuve du contraire, il est coupable des faits pour lesquels il a été condamné. Et ça s'appelle tout de même... crime contre l'humanité. Complicité de crime contre l'humanité. Pas davantage de sympathie pour le personnage politique la rue de Charonne. Ça, c'est la phase judiciaire. Il est jugé. Mais il y a un droit de l'exécution des peines. Et dans ce cadre-là, la loi du 4 mars 2002, qu'on appelle loi Kouchner, par simplification, c'est pas une loi de circonstance pour Maurice Papon. On ne peut pas, a priori, considérer que les experts médicaux sont à la solde de Maurice Papon. Donc c'est une application ordinaire de nos règles ordinaires. Non, alors, pardonnez-moi, mais là où ça colle pas tout à fait, c'est que moi aussi, je suis exactement dans le même cas de figure que vous. Sauf que, si on regarde ce que le médecin-chef de la santé a pu dire à l'époque où il est rentré à la santé, vous pouvez le mettre en calque avec ce que les experts ont pu dire après le jugement et après son incarcération et après sa détention. Oui. Un homme de 90 ans qui a eu un pontage il y a 10 ans, il n'y a pas un médecin, pas un seul, qui dira que ces jours ne sont pas comptés. Je veux dire, non mais c'est logique. Et alors, oui. J'entends dire certains, comme mon confrère William Bourdon, qu'il aurait compris qu'on libère Papon s'il avait été à l'article de la mort. Eh bien, ce confrère n'a rien compris à l'esprit de la loi nouvelle. L'esprit de cette loi nouvelle, c'est non pas de permettre de libérer des gens qui sont en train d'agoniser, mais de permettre de les libérer à un stade antérieur, à un moment où il est estimé que leur état n'est plus compatible avec la détention, c'est-à-dire à un moment où on constate que l'incarcération aggrave et précipite les conséquences de la vieillesse. Tous les malades du sida, tous les malades du sida sont dans ce cas. Oui. Sans exception. Oui. Oui, mais alors attendez. Alors il y a un deuxième débat. Pardonnez-moi. On a parlé sur la santé. Ce qui va arriver, c'est que tous ceux qui auront le sida pourront commettre n'importe quel crime et être sûrs de ne pas aller en prison. La mafia va prendre des gens, des octogénaires c'est ce que j'allais dire. Il y a un danger terrible. Regardez. Non mais donc. La loi ne pourra pas être appliquée. Alors demandez à ce qu'elle soit abolie, c'est une grande loi humanitaire, demandez à ce qu'elle soit abolie. Allez-y, docteur. La loi, c'est simplement pathologie engageant le pronostic vital,
c'est-à-dire pronostic vital à court terme, Très court terme, bien sûr. et dont l'état de santé est durablement incompatible avec le maintien en détention. Ça veut dire quoi? Ça veut dire incompatible même au domicile. Ça veut dire qu'en prison, il y a des détenus qui sont déments, qui ont la maladie d'Alzheimer, qui ont des Parkinson très évolués, qui tiennent pas debout. Ces gens-là n'ont rien à faire en prison. La prison, ça sert à quoi? La prison, ça sert à protéger la société des gens dangereux. Ça sert pas à incarcérer des gens malades. Des mecs qui ont rien Et du ça n'est pas parce qu'ils sont âgés. On peut être à 80 ans en pleine forme je voudrais avant qu'on aborde et à 30 ans en fin de vie. Voilà. Ça n'a rien à voir avec l'âge. Avant qu'on aborde un peu ce qui risque de se passer maintenant, je voulais justement vos commentaires sur ce qu'on a lu ici ou là sur l'âge. Bon, moi, j'avoue que je ne comprends pas très bien cette espèce de limite d'âge qu'on veut fixer. Non mais c'est bien pire d'être en prison quand on est jeune que quand on est vieux. Hein. Je vous dis une chose, c'est plus difficile. Quand on est jeune, on a toute la vie devant soi, tandis que quand on est vieux, à l'article de la mort, la vie est passée. Quoi. Je voulais dire que, qu'est-ce qu'a fait le jury de la cour d'assises? Il a pris en compte, avant de prendre sa décision, et l'état de santé et l'âge de Papon. Imaginons que Papon ait 40 ans. Faut pas me faire croire que 40 ans en bonne santé, le jury populaire aurait condamné Papon à 10 ans. Il a forcément intégré l'âge, et c'est ce qui se passe toujours. Lorsque les jurys, que ce soit des jurys d'assises ou des jurys de correctionnels, ont en face d'eux un délinquant, ils prennent tous les paramètres pour décider de la peine à faire. Et là, ils ont donné 10 ans. 10 ans, ben, il va faire 5 ans et il sera libéré. D'ailleurs, encore une fois, Bernard Tapie, vous confondez le stade du procès et de la condamnation, qui pour l'instant n'est pas remise en cause, et le stade de l'exécution de la peine. Dans le même état au procès. C'est un stade postérieur. Monsieur Moretti? Non, mais moi, ce que je voudrais dire, c'est qu'on ne raisonne plus dans l'affaire Papon. Hein. On est dans l'émotionnel pur. Et la décision de justice est forcément rendue au pied du mur de l'exemple. Alors, je ne veux pas revenir sur le procès, ce n'est pas le débat d'aujourd'hui, mais là aussi, il y a eu des dizaines de polémiques qui ne sont pas éteintes. Ce qui est choquant, monsieur Tapie, c'est que le garde des Sceaux, par exemple, envisage un pourvoi pour la définition de ce qu'est l'ordre public. Alors moi, quand j'ai des gamins dans une cité qu'on met au trou sur le critère d'ordre public, il n'a jamais été défini par la Cour de cassation, l'ordre public. Aujourd'hui, pour des raisons démagogiques, parce que les politiques ne s'y laissent pas prendre, il faut être contre Maurice Papon et hurler avec les loups, parce que naturellement, l'opinion publique est contre lui. Mais qu'est-ce que vous à raison de l'émotion que génère le crime dont il est coupable et pour lequel... Laissez-moi terminer. À raison duquel... Là, je vous interromps. Non, mais c'est ça, durant le procès, j'ai été le seul à demander à ce qu'il soit condamné à 10 ans. Tous les avocats des parties civiles demandaient les perpétuités, la défense demandait l'acquittement. J'étais le seul à demander les 10 ans, il a eu 10 ans. Pour qu'il l'efface. Pour qu'il l'efface. Donc j'ai pris en compte le fait qu'au bout de... Donc c'est pas le fait qu'il soit libre... C'est pas le fait qu'il soit libre qui est choquant, c'est le fait qu'il soit libre alors que tous les autres ne sortiront jamais, on sait qu'ils sortiront jamais, et lui il sort debout en disant j'emmerde, je vous emmerde, je suis pas à l'article de la mort, je vous ai bien eu, et il fera bientôt la couverture de Santé Magazine. Écoutez. Attendez, je veux qu'on reste... Attendez. On doit finir sur un sujet qui, évidemment, là, intéresse beaucoup, dans la mesure où on a eu un avocat que chacun connaît, puisqu'on a eu l'occasion de le voir souvent dans les prétoires, et en particulier à la sortie des tribunaux à vos côtés, quand il a dit, avec un peu de grossièreté, bon, il est sorti, on sentait que ça lui plaisait pas, mais il a décidé de ne pas en faire un fromage, mais au moins qu'il ferme sa gueule. Bon, la question qui se pose maintenant. Alors, je crois que la libération de Papon, elle entraîne 3 problèmes. Premier problème, est-ce que ça sera une valeur d'exemple? Si la réponse est oui, il aura au moins dans sa vie servi à ça. Numéro 2, question, est-ce qu'à partir d'un certain âge, on est considéré comme au-dessus des lois et qu'on peut tout se permettre? La réponse, je l'espère, est non. Troisième question, vous n'avez pas manqué, dès lors que c'était une victoire juridique pour vous, d'évoquer immédiatement le recours en réhabilitation. Et ça, je crois que, à la fois, la manière, mais c'est bien dans sa nature, c'est à la fois ce qu'il est dans la vie et ce qui nous suggère. Cette sortie de prison digne, droit, pour dire un peu ce que disait Karsfeld tout à l'heure, non pas mais je ne veux pas de pitié. Au pire, je ne veux pas de votre pitié. Reconnaissez que la première chose qu'a fait savoir votre confrère, c'est maintenant nous allons entamer un procès en réhabilitation. Et là, ça voulait dire que
on a pris tous un pain dans la gueule. Parce que là, il n'y a plus de question de l'expertise médicale. On a l'impression d'avoir été roulés tous dans la farine, quoi. Alors Bernard Tapie, voilà, la question est en fait très simple. Qu'est-ce qui a entraîné cette confusion? La suite de la procédure, elle aurait lieu de toute façon, même si notre client n'avait pas été libéré. Pourquoi? Parce que le 25 juillet 2002, il y a 2 mois, la Cour européenne des droits de l'homme, siégeant à Strasbourg, a condamné l'État français dans l'affaire Papon en ayant considéré que son procès n'avait pas été équitable. Ce qui nous permettra, pas maintenant, pas aujourd'hui, pas la semaine prochaine, pas dans les petits mois qui viennent, donnez les motifs. Ce qui nous permettra, je vous dis quelles sont les conséquences procédurales, ce qui nous permettra de saisir la commission de réexamen de la Cour de cassation pour solliciter un nouveau procès. Qu'il ait été libéré ou pas, cette procédure suivait son cours. Et le problème, c'est qu'il y a eu télescopage entre cette ouverture procédurale qui nous est offerte et au nom de quoi Maurice Papon renoncerait-il à cette ouverture procédurale? Au nom de quel diktat? Télescopage entre cette procédure toujours possible et sa libération. Donc vous reconnaissez que c'est au moins une maladresse de communication. Mais quand on nous dit... On ne peut pas sortir de prison en disant on le sort parce qu'il est grabataire. Il sort debout, frais comme un gardon. Ses avocats... Au lieu de nous la jouer, modeste, bon, tu sors, tu vas chez toi, fais la douce, on sort et on dit, et maintenant, on va faire un procès en réhabilitation. Mais je répète, Bernard Tapie, pourquoi voulez-vous... Je répète, Bernard Tapie, imaginez... Pourquoi voudriez-vous qu'il fût modeste, alors que durant tout le procès, il s'est comparé au capitaine Dreyfus, qu'il n'a jamais exprimé un mot de regret ou de remords, et qu'il est finalement en harmonie avec son personnage? Bon, je ne parle pas de lui, là, je parle de ses avocats. C'est pas lui qui a dit on va faire un procès en réhabilitation, c'est ses avocats. Oui, bon, c'est lui, quoi. Bon, ses avocats... Vous croyez que ses avocats lui ont conseillé de sortir debout? Ses avocats lui ont conseillé de sortir en ambulance? C'est lui qui a voulu sortir debout. Non. Ses avocats, c'est pas ses avocats qui mènent sa défense, c'est lui qui mène sa défense. Ce fut une décision prise à 3 de le faire sortir par la grande porte, dans la dignité. Mais ça, dans ces gestes-là, Maître Vuillemin, vous mesurez à quel point c'est une provocation. Vous avez tenu effectivement à ce qu'il sorte debout. Vous avez tenu à ce qu'il montre que lui, il nous a tous bien baisés. Est-ce que vous croyez... Est-ce que vous croyez que c'est à son crédit? Je reviens sur ce que vous disiez tout à l'heure. C'est la seule question que je pose. Évidemment, il fallait qu'il rentre comme un grabataire sort de prison. Ceux qu'on va essayer de faire sortir maintenant, je peux vous garantir qu'il n'y en a pas un qui sortira debout. Parce que pour qu'ils puissent sortir, ils vont sortir dans des ambulances de réanimation, c'est sûr. Il ne faut pas que les choses se passent comme ça. Il ne faut pas que les choses se passent comme ça. Il faut que les avocats prennent en charge les dossiers de leurs clients pour faire en sorte qu'ils ne sortent pas sur une civière à l'article de la mort. Mais pour en revenir à ce que vous disiez, au nom de quoi renoncerait-il à une voie de droit? Imaginons, Bernard Tapie, vous êtes condamné, je suis votre avocat, vous avez une voie de recours, une voie d'appel, au nom de quoi renonceriez-vous à une voie de droit? Au nom de quel diktat? Au nom simple qu'un jour, une cour d'appel a confusionné une peine avec une autre. J'ai donc évité d'en avoir 2. Je suis sorti par la petite porte, par la toute petite porte, en me faisant tout petit et en ne m'exprimant pas pour expliquer que je les avais bien baisés, etc. Voilà. Bon, alors, en tout cas... Vous aviez une voie de recours? En tout cas... Vous aviez une voie de recours? Ben, je venais de gagner, donc j'avais pas de... Ah ben alors, c'est encore mieux. Que je voudrais dire, donc pour conclure, on sent bien que effectivement il y a un trouble à l'ordre public, que vous le vouliez ou vous ne vouliez pas, que ce trouble, vous ne l'estimiez pas fait, matérialisé, ou en tout cas qu'il ne soit pas à l'ampleur de ce que ça crée. Mais enfin, on sent bien, pour voir un peu les réactions des uns et des autres, que ça ne se passera pas comme une lettre à la poste. Le trouble à l'ordre public, c'est autre chose. Où sont les émeutes? Écoutez, je pense que les troubles à l'ordre public, c'est pas l'avocat de M. Papon qui peut en parler mieux. Ce que je vous suggère maintenant, merci en tout cas tous les deux d'avoir eu la gentillesse de venir en débattre de cette manière-là. Et on va faire une petite pause. On va faire une petite pause là pendant quelques instants. Madame, vous vouliez dire quelque chose, Madame Vasseur? Je voudrais dire quelque chose. Je trouve ça quand même un peu triste que ce soit simplement à cette occasion qu'on reparle des personnes âgées, malades et handicapées dans les prisons. Je trouve ça vraiment triste. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième, la suspension de peine, c'est pas 6 mois pour l'avoir, parce que pronostic vital en jeu,
C'est dans les 15 jours, dans les 15 jours qui Voilà. suivent. Et c'est pas 6 mois après. Merci en tout cas, madame. Je vous donne rendez-vous dans quelques minutes, après cette page de publicité, où nous allons retrouver José Bové, où la question de savoir jusqu'où on peut aller